Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Premier patron, au grand patron que vous êtes, que vous inspire l'éviction de Luc Rémont de la direction d'EDF ? Ma première réaction est une réaction de solidarité. Parce que... La solidarité du grand capitalisme à la française. J'ai été patron d'une entreprise publique et je connais la difficulté de la tâche. C'est pour ça que je vous pose la question. Avec à la fois les intérêts de l'entreprise, les intérêts du pays, les injonctions parfois contradictoires des gouvernements. C'est un métier de voltige. Mais plus sérieusement sur le fond, enfin pas plus sérieusement parce que Mais vous pensez que cette problématique, pardonnez-moi, ça a été la problématique à laquelle a été confronté Luc Rémont, ça a été les injonctions contradictoires de l'État. Non, je pense que Luc Rémont défendait son entreprise, et il la défendait bien, d'ailleurs. L'État avait un autre point de vue, qui était celui de la défense de l'industrie et des prix de l'électricité pour l'industrie. Il y a eu un débat. En clair, pardonnez-moi, Louis Gallois, Luc Rémont se dit, moi j'ai une entreprise qui a une énorme dette, en 2023, 18 milliards d'euros. Il faut que mes comptes soient à l'équilibre et que je désendette mon entreprise. Et donc, je vais être obligé de pratiquer, d'augmenter les tarifs de l'énergie, de l'électricité. Et l'État, de son côté, dit si on pratique un tarif trop important, eh bien, ça va gréver notre avenir, nos économies, le pouvoir d'achat des Français. Et donc, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas que l'État qui dit ça. Il y a toute l'industrie. Et notamment les électro-intensifs. Parce que... les électro-intensifs, c'est-à-dire les grandes industries qui sont très consommatrices d'électricité. La sidérurgie, l'aluminium, le papier, le verre, pense au PDG de Saint-Gobain, notamment. Oui, le verre en particulier, bien sûr. Donc, il s'agit de trouver le point d'équilibre entre ces intérêts. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas eu consensus entre l'État et EDF. Alors, la question est de savoir comment concilier les besoins d'EDF qui sont réels. C'était ma question. Et ceux de l'industrie. Comment on peut viser l'équilibre avec une dette de 18 milliards d'euros et le maintien du prix qui permet aux Français de garder le pouvoir d'achat aux entreprises? Je rappelle quand même qu'EDF a fait 12 milliards de bénéfices cette année. Donc, EDF est au-dessus de l'équilibre et c'est très bien. Parce qu'EDF a d'énormes besoins d'investissement et qu'il va falloir qu'il en finance une large part. Il va falloir quand même investir. Bien sûr. Mais... d'un autre côté, il jouit d'une situation de monopole vis-à-vis des industriels, pratiquement. Et donc, il est dans une situation un peu particulière. Lorsqu'il propose la vente aux enchères d'électricité, ça ne peut pas être accepté. Pourquoi ? Ça peut pas être accepté d'abord parce qu'il est obligé de le faire une vente aux enchères européenne et que la rente nucléaire pourrait être captée par des chefs d'entreprise, des entreprises étrangères. Pardonnez-moi, Louis Gallois, est-ce qu'on peut expliquer au grand public, parce qu'on va voir justement que tous ces problèmes d'énergie, les Français sont parfois complètement largués sur ces questions-là, si vous me permettez l'expression. Est-ce que on peut juste préciser en quoi consistait ce principe de vente aux enchères ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. La vente aux enchères, ça veut dire j'ai un lot d'électricité sur les 15 prochaines années, tant de mégawattheures qui me fait le meilleur prix. Et donc on se met aux enchères. Les gagnants auraient été probablement les data centers. Parce qu'ils ont besoin d'une électricité de très grande qualité. Donc ils étaient prêts à payer très cher je pense qu'ils avoir... Et donc l'industrie française n'était pas capable de s'aligner sur ces prix-là. Les data centers, le prix de l'énergie n'est pas essentiel pour eux. Tandis que ce qu'ils veulent, c'est une électricité de très grande qualité et décarbonée. Et ils sont prêts à payer n'importe quoi. Ce qu'apporte le nucléaire. Tandis que nous, notre industrie a besoin de payer une énergie la moins chère possible pour pouvoir se développer. Bien sûr. Donc c'est la problématique. Parce que les concurrents des électro-intensifs français, ils payent l'électricité 2 fois moins cher. Donc il faut quand même en tenir compte. Aux États-Unis, l'électricité est 2 fois moins chère, 2-3 fois moins chère qu'en Europe. Et ça, c'est d'une énergie fossile qui fait l'électricité aux États-Unis, largement. Il y a du nucléaire, mais il y a du fossile. Il y a du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Donc c'est pas très décarboné. La concurrence est sévère. Ouais. L'État, lui, il a des moyens quand même d'aider à l'adéquation entre les besoins de l'industrie et ceux d'EDF. La fiscalité sur l'électricité est supérieure à celle sur le gaz.
Donc il faudrait baisser un peu la fiscalité. Peut-être qu'on pourrait regarder cela. Ouais. Alors les électro-intensifs bénéficient d'une fiscalité un peu avantageuse. Deuxièmement, l'État ponctionne un dividende sur EDF chaque année. Alors je me mets à la place de Madame de Montchalin. Elle est très contente d'avoir cette ressource. Ministre des Comptes publics. Mais c'est une ponction sur EDF. Parce qu'on parle de ponction sur EDF, il y en a une là. Donc il y avait des moyens de faire cela. Et d'autre part, je pense que il faut se poser la question de l'équilibre, savoir si les ménages payent l'électricité au bon prix et l'industrie au bon prix. En Allemagne, les ménages payent l'électricité plus cher que l'industrie. L'industrie bénéficie de prix qui sont, de quelque sorte, subventionnés par les ménages. Est-ce qu'il ne faut pas regarder cela aussi en France quand on voit l'enjeu majeur qu'est la réindustrialisation ? Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je comprends, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ? C'est-à-dire que d'un côté, on a un problème effectivement de sous-industrialisation, on va y revenir, et la deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas un problème également pour les ménages, un problème d'inflation pour les ménages, à une époque où, on le sait, le travail ne paye plus. Donc, les leviers, quand même, sur la tarification vont être compliqués. Vous avez employé une expression que je partage. Le travail ne paye plus. Il faudrait bien que le travail paye en France. Et je pense que nous avons un problème d'évolution salariale. Est-ce que, question au grand patron, mais que vous êtes, mais qui a été proche également de Jean-Pierre Chevènement, est-ce que justement notre problème n'est pas aussi dans notre modèle social, qui devient trop coûteux ? Le modèle... Si on commence à dire qu'on va brader le modèle social pour financer la défense ou pour financer l'énergie, ça ne marchera pas. Ouais. C'est pas ça. Non, ça au niveau de l'opinion, ça je le confirme. On a le droit de regarder comment le modèle social le coût du modèle social, mais il ne faut pas penser qu'il va baisser beaucoup parce que vous avez un nouveau risque qui arrive, c'est la dépendance. Le risque dépendance, ça va être le 5e risque de la sécurité sociale et il va coûter cher. En revanche, il y a des progrès à faire. Moi, je suis, par exemple, partisan, à titre personnel, de plafonner les prestations sociales en fonction des ressources. Et pour concentrer l'effort du budget social sur les plus défavorisés. Mais les gens vous diront, mais on a travaillé toute notre vie, c'est pas pour avoir quand même, et on a cotisé toute notre vie. C'est pour avoir des retraites. Bien sûr que les gens ont droit à avoir des retraites. C'est pas pour avoir quand même plafonné pour... Oui, mais je constate qu'il y a un avantage fiscal pour les retraites, qui est... Je sais que j'en parle d'autant plus que je ne suis pas aux affaires, mais cet avantage fiscal est-il justifié alors que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs ? Vous n'êtes pas aux affaires, mais vous ne les avez pas lâchés. Dernière question sur l'affaire Luc Rémont, parce qu'il y a d'autres points qui seront intéressants, qui vont être intéressants à voir ensemble. C'est quand Luc Rémont dit « Je n'ai pas de leçon de patriotisme industriel à recevoir », il vise les patrons qu'il avait accusés de pénaliser le secteur par des prix jugés non compétitifs. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que Luc Rémont est un patriote industriel tout à fait convaincu. Et son parcours le montre. Et son parcours montre quand même qu'il a fait pas mal dans la banque d'affaires. Donc oui, il était chez Schneider Electric, qui est une très très belle entreprise. Donc, il n'y avait pas de leçon à recevoir. Non, je pense qu'il défend les intérêts de son entreprise. Et encore une fois, on ne peut pas demander à un patron autre chose que de défendre les intérêts de son entreprise. Alors, on parlait tout à l'heure... Même si... il doit ne pas oublier qu'il est français. Oui, les patrons américains n'oublient pas qu'ils sont américains actuellement. Donc, il faut Est-ce que c'est pas un problème ? C'est très intéressant ce que vous dites là, comme tout ce que vous dites depuis le début de cette interview, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème justement ? Est-ce qu'avec cette expression, il n'a pas révélé un problème ? Il y a un tabou même dans le patronat français. C'est un problème du rapport du patronat, du CAC 40... et même de toute une partie de nos élites économiques françaises par rapport à cette notion de patriotisme. Est-ce qu'on n'a pas souffert un petit peu du fait que ce qui était le plus obscène aux yeux de toute cette partie-là de la population et de nos élites, c'était que le patrie, c'était obscène ? Je ne pense pas que ça soit cela. Je pense qu'on n'a pas fait appel au patriotisme des patrons. On n'a pas fait appel à leur patriotisme. Et je pense qu'on pourrait plus faire appel à leur patriotisme. Mais ceci en assurant un écosystème qui soit accueillant dans notre pays. Mais on peut faire appel au patriotisme. Vous savez, les Français, dans les grandes occasions, ils se révèlent patriotes comme les autres.
On va revenir sur les prix de l'énergie, Louis Gallois, puisque c'est quand même une question essentielle et vous avez fait une intervention remarquée auprès des parlementaires récemment. Je vous propose d'écouter ce que dit François Pierrard, qui dirige l'Observatoire Hexagone, qui vient de réaliser une étude très intéressante sur le rapport des Français à l'énergie et sur leur opinion par rapport à la politique de l'énergie en France. C'est très instructif. Je vous propose d'écouter un extrait. Il était à votre place hier et on y revient tout de suite. Une étude de l'Institut Montaigne montrait qu'une majorité des Français trouvent que l'énergie nucléaire est une énergie plutôt bon marché. Une majorité, certes, mais une courte majorité, seulement 55% des Français estiment cela. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un déficit d'information des Français sur le coût réel des différentes énergies. Aujourd'hui, on ne comptabilise pas de manière exhaustive les coûts de chaque énergie. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être entendu parler du plan de 100 milliards d'investissements de RTE pour rénover notre réseau électrique. En réalité, sur ces 100 milliards, vous avez 40 milliards qui sont dédiés à la connexion en termes de réseau électrique de nouveaux champs d'éoliennes offshore. Et ces 40 milliards ne sont pas comptés dans le coût spécifique des renouvelables, mais dans le coût de l'ensemble du réseau électrique. Est-ce que beaucoup de gens en ont conscience ? Le doute est permis. Alors ce chiffre, c'est vous qui l'avez donné, hein, Louis Gallois. Oui, absolument. C'est pas uniquement d'ailleurs l'éolien offshore, c'est la totalité des énergies renouvelables qui sont extrêmement décentralisées et qu'il faut raccorder au réseau. Ouais. Donc, comme elles sont décentralisées, ça coûte à chaque fois cher sûr, de les raccorder au réseau. Alors que quand vous faites Flamanville, sur un site où il y a déjà des centrales nucléaires, vous n'avez pas de raccordement, pas de coût de raccordement. Or, toutes les nouvelles centrales que donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le nucléaire, il n'y a pas de coût de raccordement, et en plus, ça va être plus puissant. Donc c'est quand même plus intéressant de ce point de vue-là, en tous les cas pour les consommateurs. Le nucléaire a l'avantage, d'abord le nucléaire existant est relativement bon marché, et cette rente, il s'agit de savoir si on la partage entre EDF et l'industrie et les ménages, et il y a un arbitrage, on en a parlé, mais le nucléaire présente également pour l'avenir des avantages sur le raccordement et surtout sur la stabilité de la production et la prévisibilité de la production. Quand vous avez de l'éolien et du solaire, vous ne savez pas quelques heures avant quelle va être la production. Il faut qu'il fasse beau, et l'hydroélectrique pareil, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait plu, et oui bien, il faut qu'il y ait du vent. Surtout, ça arrive, mais surtout, c'est avec le nucléaire, lui, échappe à toutes ces contingences. Et c'est pour ça qu'il faut. Alors actuellement, ce sont les énergies intermittentes qui ont la priorité d'accès au réseau. C'est-à-dire les électrons intermittents passent devant les électrons nucléaires. Ça oblige le nucléaire à s'adapter aux énergies intermittentes. Mais ça il peut s'adapter. L'inverse. Pardon, le gars, il peut s'adapter, puisque lui, il n'est jamais intermittent. Donc il peut s'adapter, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, parce que ça le désoptimise. Ouais. Ça veut dire qu'il produit moins, alors qu'il a des coûts fixes. Donc, si je vous suis, oui. Il faut arrêter les renouvelables. Écoutez, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous est présentée actuellement, on multiplie par près de 4 les capacités des énergies intermittentes, éoliennes et solaires, et on fait passer leur part dans la production d'électricité de 15% à 35%. Et vous dites... Et ça va coûter des centaines de milliards. Y compris au portefeuille des ménages. Des centaines de milliards à la France, y compris bien sûr aux ménages. Donc, effectivement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les ménages qui sont déjà serrés et pris à la gorge par les prix de l'énergie, et par les prix de l'énergie qui augmentent, risquent de l'être encore plus par ce choix il y a un coût d'investissement qui est minoré, qui n'est pas pris en compte dans le coût des énergies intermittentes. La réindustrialisation continue aujourd'hui. Elle n'a jamais véritablement démarré. À ce point-là. C'est-à-dire qu'à partir de 2014-2015, on a arrêté la désindustrialisation. On s'est mis sur un plateau. Avec une légère pente positive, parce qu'il faut quand même que je rende hommage à ce qui a été fait, une légère pente positive, c'est-à-dire qu'un peu plus d'implantation d'usines que de fermeture d'usines, un peu plus d'emplois dans l'industrie. Les chocs de 2024 sont d'une rudesse extrême.
coût de l'énergie, évidemment, l'élection de Trump, la difficulté de l'industrie allemande, qui est notre premier client, tout ça, ça pèse sur l'industrie. Mais il y a une étude de l'INSEE qui est intéressante, qui montre que néanmoins, les deux pays qui résistent à peu près actuellement, c'est la France et l'Espagne. La France résiste, l'Espagne progresse, et deux pays qui souffrent véritablement, l'Allemagne et l'Italie. Alors on est un peu surpris parce qu'on n'est pas habitué à entendre ça. Mais il y a un début de réduction de l'industrialisation allemande, et je pense que le choc Mais ça pose un problème pour notre économie ? Ça va poser un problème si l'Allemagne ne trouve pas les ressorts qui lui permettront de regagner de la croissance. Parce que l'Allemagne est notre premier client. Nous avons besoin d'une Allemagne dynamique. Si j'ai bien lu une tribune récente que vous avez publiée, votre idée, c'est qu'on suive les recommandations du rapport Draghi, le rapport de l'ancien président du Conseil italien pour relancer les industries et les économies européennes. Vous rappelez d'ailleurs, et ça c'est fascinant, le retard européen en matière de d'un domaine, sur un domaine qui fait pourtant la gloire, qui fait la force et qui faisait l'avantage concurrentiel de l'Europe, la recherche et l'innovation. Oui, parce que les autres font mieux. Je donne un chiffre qui est quand même frappant. Vous pouvez le donner. Le capital risque, c'est-à-dire ce qui permet de financer la commercialisation des innovations. Les États-Unis représentent 50% sur le plan mondial, la Chine 40% sur le plan mondial, l'Europe 5% sur le plan mondial. Je tire ce chiffre du rapport Draghi. Et vous êtes gentil parce que les États-Unis, c'est même pas 50%, c'est 52%. 52%. Mais et c'est pourtant, vous dites, je crois que ce chiffre est très symbolique. On répète 52% donc des investissements américains pour l'innovation, 40% pour la Chine, l'Europe 5%. Pourtant, vous dites c'est la priorité. Et c'est une priorité. Ça, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. Sinon, l'argent européen va aller s'investir aux États-Unis, parce que le capital risque rapporte aux États-Unis. Et vous avez 300 milliards de dollars d'euros qui partent chaque année aux États-Unis s'investir. Alors on arrive... Alors juste, ça c'est très intéressant, et vous le dites aussi dans cette tribune, mais moi j'ai une question par rapport à ça. Comment on arrive à convaincre les épargnants européens de renoncer aux placements aux États-Unis pour les mettre en Europe ? Alors, d'abord, il faut que les placements européens aillent vers la prise de risque. Justement, alors comment vous allez le garantir aux épargnants et aux retraités épargnants ? Actuellement, en France, c'est la caisse d'épargne, c'est l'assurance vie en euros qui est placée en obligation, et c'est l'immobilier. L'immobilier, voilà. Donc, c'est-à-dire la sécurité. Bon, c'est l'argent qui dort. Donc, non, elle ne dort pas, mais c'est de la sécurité. Bien sûr. Dans les caisses d'épargne, ça finance le logement, ça ne dort pas. Mais il faut que une partie plus importante aille vers la prise de risque. Si ce risque, il faut le modérer. Et le rôle d'institutions comme la BPI ou le rôle d'institutions comme l'État, c'est justement de modérer cette prise de risque pour que les gens l'acceptent, mais il faut que l'argent aille vers l'industrie. Donc il faut garantir un peu ces placements. Il faut ces placements. Garantir partiellement. On a les moyens de sécuriser ces placements aujourd'hui ? On sait sécuriser ces placements. Okay. Il faut qu'on aille dans cette voie, il faut mutualiser le risque, etc. Dans cette même tribune, vous parlez de reprendre les secteurs qui permettent d'assurer la souveraineté. Lesquels ? C'est extrêmement vaste. Oui. Et donc il faudra faire des priorités. Il y a les matériaux critiques. Et quand on voit qu'est-ce qu'on appelle le matériau critique, un exemple le matériau critique, les fameuses terres rares dont on nous rabat les oreilles actuellement. Ça peut être le lithium pour les batteries, le cobalt, etc. Quand on voit à quel point Trump est focalisé sur ces matériaux critiques, on se dit que c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce sont des produits comme les semi-conducteurs. L'Europe il faut qu'on développe une filière européenne de semi-conducteurs. Alors, il y a des fabricants de semi-conducteurs en Europe, Infineon et ST Microelectronics par exemple, Soitec, mais
nous ne sommes pas sur les microprocesseurs de pointe. Il faudrait il faudrait un Airbus, parce que vous été patron d'Airbus. Il faudrait un Airbus. Ça coûte des dizaines, sinon des centaines de milliards. Il faut savoir, ça coûte très cher. Mais les Japonais, seuls, ont décidé de rentrer sur ce marché et ils construisent actuellement en Hokkaido, dans le nord, une énorme usine visant ce type de production. Dernière question avec des réponses courtes, je suis désolé Louis Gallois, mais dans cette tribune, vous évoquez donc le choc récent qui a été l'élection de Donald Trump et son éloignement par rapport à l'Europe. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu, que les États ou que l'Union européenne vont prendre une mesure qui va obliger les armées européennes à acheter européen ? Il y a des progrès. Madame van der Leyen a dit des choses qui sont des progrès, mais on n'est pas au bout du chemin. Mais la France peut jouer une carte extrêmement importante là-dedans. Ça peut être un moteur pour notre industrie. Ça peut être un moteur pour notre industrie. Comment répondre et ça me sera ma toute dernière question, réponse courte, mais une mesure pour répondre à la guerre commerciale de Trump? Je pense qu'il faut regarder ailleurs. Il faut les alliances avec l'Amérique du Sud, avec l'Asie du Sud-Est, et même avec la Chine, il y a des choses à faire. Merci beaucoup, Louis Gallois. On va continuer à garder un œil attentif sur ces dossiers, donc vous reviendrez pour qu'on évoque leur évolution.